Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une révision sur la reproduction des êtres vivants. Nous aborderons successivement les modes de reproduction sexuée, puis asexuée, et enfin l'impact de l'environnement sur cette reproduction. Commençons par la reproduction sexuée des êtres vivants. Elle peut se faire dans différents milieux de vie. Un milieu de vie aquatique, qui sera alors riche en eau, ou un milieu de vie aérien ou terrestre. Dans ce cas-là, le milieu sera plutôt desséchant. Chaque milieu possède des contraintes et des avantages qui vont être différents et qui vont impacter la reproduction. La reproduction en milieu aquatique tout d'abord. Un individu femelle va alors pondre. Elle va libérer des ovules. Souvent, chez le poisson clown, cela se fait au pied d'une anémone avec laquelle il vit de façon attachée. Il passe son temps autour de l'anémone, il peut se reproduire à l'intérieur même de cette anémone. Suite à la libération des ovules par la femelle, l'individu mâle va venir déposer les spermatozoïdes. C'est la libération des spermatozoïdes par le mâle. Le milieu aquatique est un milieu extrêmement vaste, ça fait partie de ses caractéristiques. On peut alors s'interroger sur la manière dont les spermatozoïdes et les ovules finissent par se rencontrer dans un milieu aussi énorme. Cette expérience nous permet d'avancer un peu sur cette question. Dans l'expérience 1, on place une gelée orange qui contient des cellules reproductrices mâles à côté d'une gelée verte qui contient des cellules reproductrices femelles. Entre les deux, on forme un pont d'eau de mer. On constate que les cellules reproductrices mâles passent dans la goutte de gelée verte. Donc les cellules reproductrices mâles passent dans la goutte qui contient les cellules reproductrices femelles. Il s'agit du témoin positif. Dans l'expérience 2, la gelée orange contient toujours les cellules reproductrices mâles et à côté on place une goutte d'eau de mer qui a contenu des cellules reproductrices femelles. On forme un pont d'eau de mer et on constate que les cellules reproductrices mâles, qui étaient localisées dans la gelée orange, ont rejoint la goutte d'eau de mer qui avait auparavant contenu des cellules reproductrices femelles. On peut dès lors supposer que les cellules reproductrices mâles contenues dans la gelée orange ont été attirées à l'intérieur de la goutte d'eau de mer par une substance peut-être produite par les cellules reproductrices femelles. Dans l'expérience 3, qui est à nouveau un témoin, on place la gelée orange, une goutte d'eau de mer mais dans laquelle aucune cellule reproductrice femelle n'avait été placée. On forme à nouveau le pont d'eau de mer et on remarque que les cellules reproductrices mâles ne passent pas dans la goutte d'eau de mer. Cette expérience nous prouve que la présence d'un pont d'eau de mer n'implique pas forcément le déplacement des spermatozoïdes, cellules reproductrices mâles. Ceci nous indique donc que le passage des cellules reproductrices mâles vers les cellules reproductrices femelles se fait suite à une attraction par ces cellules, probablement grâce à la production d'une substance chimique. On a donc une attraction des cellules reproductrices. Si l'on fait un zoom, on a ici donc un ovule qui va contenir un noyau et ici un spermatozoïde contenant lui aussi un noyau. Suite à l'attraction chimique dont nous avons parlé, ces deux cellules reproductrices vont finir par se rencontrer. Alors, le noyau de la cellule reproductrice mâle va rejoindre le noyau de la cellule reproductrice femelle. Les noyaux vont fusionner, c'est la fécondation. Ici, c'est une fécondation externe puisqu'elle a lieu dans l'eau. Ceci n'est possible que parce que le milieu aquatique est particulièrement riche en eau. Une fois que la fécondation a eu lieu, aucun autre spermatozoïde ne peut fusionner avec l'ovule. Un seul spermatozoïde est capable de pénétrer dans l'ovule. Ceci aboutit à la formation d'une cellule œuf. Seuls certains ovules sont fécondés bien sûr. Ceux qui sont fécondés vont pouvoir se développer, grandir et donner de nouveaux individus, de nouveaux poissons clones. La reproduction en milieu aérien offre la possibilité d'une attraction des partenaires. Grâce à une bonne visibilité, on peut également sentir facilement les odeurs et entendre les sons dans le milieu aérien. On va avoir une abondance de parades nuptiales ou d'attraction des partenaires.
Ça peut se faire grâce à des caractères particulièrement attirants pour la femelle, par exemple le paon, ou on peut avoir un affrontement entre les mâles pour les femelles. Ici, vous avez également le brame du cerf. Suite à cette attraction, en milieu desséchant, puisqu'on est en milieu aérien, on va avoir un accouplement des partenaires. L'accouplement permet la libération des cellules reproductrices ou gamètes dans le corps de la femelle. De cette manière, ces cellules reproductrices ne seront pas soumises à la déshydratation. Dans le cas du lapin, on va avoir un accouplement. Le pénis va alors libérer des spermatozoïdes qui vont suivre un trajet jusqu'à l'ovule. Une fois que les spermatozoïdes rejoignent l'ovule, on a une fécondation. Cette fécondation est cette fois interne, elle a lieu dans le corps de la femelle. Et elle aboutit à la formation d'une cellule œuf qui se développera pour donner un lapro. Chez les êtres vivants que sont les plantes à fleurs, on a également une reproduction en milieu aérien. On va avoir un organe reproducteur femelle qui contient le pistil, qui en fait correspond au pistil. Ce pistil contient des ovules qui sont des cellules reproductrices femelles. Le mâle est constitué par les anthères qui contiennent du pollen. Ce sont les étamines. Que va-t-il se passer? Souvent, on a un pollinisateur. L'abeille, par exemple, prend en charge le pollen produit par les étamines et va aller le déposer sur le pistil. Suite à ce dépôt, le pollen va germer, produire un tube, et les spermatozoïdes vont aller féconder l'ovule. Tout se passe exactement de la même manière que chez les animaux. Sauf que cette fécondation donne des graines qui seront enfermées dans un fruit. Suite à cela, la graine peut être disséminée. C'est une caractéristique de la reproduction sexuée. On va avoir une dissémination des descendants, parfois sur de grandes distances. Par exemple, les graines peuvent être mises en mouvement par le vent, les animaux, par l'eau, ou même être propulsées au moment de l'ouverture du fruit. Certains êtres vivants, comme l'hydre, sont capables de faire une reproduction sexuée ou une reproduction asexuée. On verra que le changement de mode de reproduction dépend avant tout de l'environnement. Ici, on voit que dans le cas d'une reproduction asexuée, l'hydre produit un bourgeon qui va finir par se détacher et par redonner un organisme entier. Dans le cadre de la reproduction sexuée, tout se passe avec des organes mâles, les testicules, et femelles, les ovaires. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de mâle ou de femelle dans le cas de la reproduction asexuée. On a simplement un bourgeonnement. Ce bourgeonnement donne des clones. Tous les individus descendants sont strictement identiques à l'individu qui leur a donné naissance. Dans le cas des végétaux, ce mode de reproduction est particulièrement répandu et on observe plusieurs stratégies possibles. Ici, pour le fraisier, la stratégie employée est l'utilisation de tiges horizontales que l'on appelle des stolons. Le fraisier, le plant de fraisier initial, va donc créer un stolon qui, une fois qu'il touchera le sol, donnera un nouveau plant de fraisier. À nouveau, ce nouveau plant de fraisier pourra émettre un stolon pour donner un clone. Je précise encore une fois que tous les plants de fraisier sont strictement identiques. Une autre stratégie possible est l'utilisation de rhizomes, qui sont des tiges souterraines. C'est une stratégie qui, par exemple, est utilisée par le bambou. Ceux qui ont essayé de cultiver des bambous chez eux se sont rendus compte de l'efficacité de cette stratégie qui parfois est très ennuyeuse, car on a du mal à se débarrasser de ces bambous une fois qu'ils sont installés. Une autre stratégie possible est l'utilisation de bulbilles. Vous voyez ici ces toutes petites structures qui se forment sur les feuilles, ont déjà des racines et quand elles tombent au sol, elles s'enracinent et redonnent un clone entier. Ce type de reproduction est très rapide et très efficace. Par exemple, l'émission d'un rhizome permet de donner un clone numéro 1, puis un clone numéro 2, etc. Ceci permet d'envahir très rapidement le milieu, mais peut également aboutir à des plantes invasives, c'est-à-dire que les autres espèces ne peuvent plus être présentes dans le milieu à cause de ces plantes invasives. Ceci aboutit parfois à une réduction de la biodiversité.
Cependant, le risque de cette reproduction asexuée ou clonale est qu'on a une absence de diversité génétique. Tous les individus sont strictement identiques. Du coup, dans le cas d'une perturbation de l'environnement, si le plan initial meurt, tous les clones mourront à leur tour. Quel est l'impact de l'environnement sur la reproduction? Voyons quelques exemples. Dans le cas de la tortue, la température a une influence majeure. En effet, les œufs incubés à peu près 27 degrés donnent 100% de descendants mâles, alors que les œufs incubés à plus haute température donneront des descendants plutôt femelles. On peut donc dire que la température dans l'environnement change la quantité de descendants mâles ou femelles. Un autre exemple est le bruyant chanteur. Si on regarde la croissance des oisillons en fonction du pourcentage du maximum, on voit donc que selon l'apport en nourriture au nid, on va avoir une variation de la croissance des oisillons. Par exemple, quand l'apport de nourriture est de 5 mg par minute, on va avoir un taux de croissance à peu près une vingtaine de % du maximum. Et plus la quantité de nourriture apportée augmente, plus la croissance des oisillons est importante. Plus l'oisillon est petit, bien sûr, plus ses chances de survie sont faibles, tout comme ses chances de se reproduire une fois qu'il sera adulte. On a donc une influence de la quantité de nourriture sur la survie des descendants et leur reproduction. Un autre exemple est l'influence de la présence de prédateurs. Ici, vous avez les rivulus qui sont des prédateurs des alevins des guppies. On voit que sans prédateurs, le nombre d'alevins par femelle est beaucoup plus élevé en fonction du temps, alors qu'avec des prédateurs, le nombre d'alevins est nettement inférieur, à peu près 2 fois inférieur. L'efficacité de la reproduction, c'est la capacité des individus à se reproduire, mais également la survie des descendants et le nombre de descendants qui sont produits par une espèce. Ces 3 paramètres déterminent l'efficacité de la reproduction. Mais de quoi dépend cette efficacité? Eh bien, l'efficacité dépend de la nourriture, la quantité qui est disponible dans l'environnement. Elle dépend aussi de la température, par exemple pour la tortue, de la quantité en dioxygène parfois, ou de la quantité en prédateurs dans l'environnement. Elle peut également dépendre de la durée du jour. Bref, l'environnement impacte de plusieurs manières l'efficacité de la reproduction. Enfin, vous allez voir que l'environnement impacte également le mode de reproduction employé. Le mode sexué est un mode qui va plutôt être utilisé dans un milieu qui est instable, quand les conditions changent. Il donne des individus très différents, très divers, ce qui augmente les chances de survie d'une partie de la population si l'environnement change. Le mode asexué est plutôt utilisé dans un milieu stable où la nourriture est abondante, par exemple, et également la température semble favorable. C'est un mode de reproduction qui permet une bonne invasion du milieu. Par exemple, l'hydre, dans une eau à moins de 12 degrés avec de la nourriture, va employer un mode de reproduction sexué. Mais si on place l'hydre dans une eau à au moins 19 degrés, alors, en présence de nourriture abondante bien sûr, alors le mode de reproduction étudié sera le mode asexué. On voit donc que l'hydre est capable de changer de mode reproductif en fonction de l'environnement. Elle peut passer de l'un à l'autre en fonction de la température de l'eau. Si on change l'apport en nourriture, on verra également une modification du mode reproductif. Bonne révision à tous, à bientôt!